Maintenant que vous savez ce qu'est le web et en quoi consiste notre métier, il est temps de voir un petit peu quels sont nos outils, les outils que vous avez en main et que les entreprises vous recommandent d'utiliser. Alors le but de cette vidéo, ce ne sera pas de voir tous les outils possibles, il y en a des milliers. Ce sera de se spécialiser vraiment sur les outils les plus utilisés, le b.a.-ba du développeur web. Dans le b.a.-ba, il y a vraiment un outil incontournable qui est votre IDE. IDE pour outil de développement intégré en français, vous doutez bien que l'acronyme est pour la version anglaise. L'intérêt de cet outil-là, c'est de ne pas coder sur un bloc-notes. Ce serait possible de le faire, il suffit juste d'un éditeur de texte et de bonnes technologies sur votre machine. Le but de l'IDE, c'est d'intégrer tous les petits outils qui vont vous faciliter la vie, tout ce qui va vous permettre d'aller plus vite quand vous travaillez, et tout ça dans un seul endroit. Donc c'est un éditeur de texte amélioré, avec des petits outils en plus. Et ces outils-là, il y en a des milliers, voire des millions. Il est même possible de créer vos propres petits outils dans ces IDE-là, qu'on appelle des extensions, et de les rendre disponibles à tous les autres utilisateurs. Donc c'est un très gros écosystème et c'est un incontournable. Vous devez utiliser un IDE si vous souhaitez développer. Je ne parle même pas que du développement web, là je parle de développer tout court. Les IDE, il y en a plein. Vous avez toute la série des JetBrains, vous avez le plus connu, celui que je vous recommande pour débuter, VS Code, donc Visual Studio Code. Et vous en avez plein d'autres, je vous laisserai faire votre benchmark en temps et en heure. Et pour commencer, restez sur VS Code, ça fera très bien l'affaire. VS Code, donc dedans, vous pouvez voir plein de petites choses. Par exemple, lorsque vous écrivez du code, vous allez voir des petits codes couleurs pour différencier chaque mot, pour bien comprendre quel est l'intérêt de chaque mot. Les fonctions vont être écrites d'une certaine manière, les chaînes de caractères d'une autre manière, tout ça ce sont des notions que vous verrez quand on parlera de JavaScript. Vous voyez également l'architecture de fichiers à gauche, très important parce qu'on travaille avec énormément de fichiers lorsqu'on développe. Vous avez également un accès au terminal, outil dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, et plein d'autres fonctionnalités cachées partout. Les IDE modernes, en plus de simplement faire du traitement de texte et l'accès à petits outils importants, nous donnent accès également à l'intelligence artificielle embarquée directement dans l'IDE. Vous n'avez pas besoin de changer de fenêtre, de changer d'application, vous avez tout directement sur votre IDE. Et c'est le cas de tous les IDE modernes. Je vais vous montrer ici l'IDE VS Code. Donc vous voyez ici qu'il y a trois fichiers, un HTML, un CSS et un JS. Alors je ne vais pas vous expliquer à quoi sert ce code-là, vous verrez ça en temps et en heure, c'est-à-dire bientôt. Par exemple, quand vous écrivez, vous voyez qu'ici il me propose des petits raccourcis, et il me propose également de l'autocomplétion. Ça c'est l'IA qui m'a dit, je pense que ça c'est le contenu que tu souhaitais coder, c'était le plus pertinent. Avec un simple petit coup de tabulation, ça écrit à ma place. Je peux également sélectionner une partie et demander de me l'expliquer dans le chat. L'IA va alors réfléchir et m'expliquer à quoi sert cette ligne. Tous ces petits outils-là vont vous permettre de gagner énormément de temps dans votre vie de développeur et c'est tout l'intérêt. En plus des IDE, il y a un outil incontournable qui s'appelle Git. Git, ce sont des commandes qui vont permettre de créer des petits points de sauvegarde de votre application. Donc on va créer une sauvegarde de votre code à ce moment-là, puis à ce moment-là, puis à ce moment-là, ce qui fait que si à un moment vous avez introduit un bug dans votre application, vous pouvez sans problème revenir à une version précédente. Mais en plus de vous permettre d'avoir des points de sauvegarde, ça vous permet aussi de travailler en équipe, parce qu'ils ont un système de branches, c'est-à-dire comme si vous isoliez le code, comme si vous disiez ça c'est le code de machin, et ça c'est le code de truc. Et machin et truc travaillent chacun sur leur point de sauvegarde séparé, qui pourront mettre en commun quand ils le souhaitent. Mais si on se cantonne à Git, le problème c'est qu'on ne pourra travailler que sur notre propre machine. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant en tout cas, ce serait d'avoir le code en ligne, sur internet, comme un Google Drive, que je puisse mettre mes fichiers de code dedans, et que n'importe qui avec qui je travaille, bien sûr, puisse accéder à ce fichier de code et les mettre à jour régulièrement. Ça, c'est tout l'intérêt des plateformes de collaboration. Pour vous citer les plus connues d'entre elles, je citerai GitHub et GitLab. Je vous conseille de commencer par GitHub. L'intérêt de toutes, c'est de vous proposer un espace centralisé, en ligne et sécurisé, pour gérer vos fichiers de code. Aujourd'hui, tous les développeurs se doivent de maîtriser ces outils. Donc Git avec GitHub ou GitLab, peu importe, mais si vous connaissez Git, vous serez capable de travailler avec n'importe quelle plateforme de collaboration. Ce que vous donnent en plus les plateformes de collaboration, c'est des petites fonctionnalités comme des suivis de tickets, c'est-à-dire vous pouvez écrire dans un petit endroit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et puis chacun prend le ticket et dit je suis en train de le faire, ou c'est fait, etc., etc., pour voir l'avancement de votre projet.
Les CI/CD, c'est un domaine à part entière. Je vous ai déjà parlé de ce métier-là, le métier de DevOps, dont le but est d'automatiser, de gérer votre infrastructure. Eh bien, CI/CD, on en parlera bien plus tard. Ce n'est pas encore le sujet. Ça, c'est quelque chose, c'est déjà des notions avancées de développement. Et la revue de code, je l'ai gardée en dernier, alors que c'est celle que vous verrez certainement le plus. Eh bien, quand vous voulez fusionner des points de sauvegarde entre eux, le problème, c'est qu'il peut y avoir des conflits. Imaginez que vous ayez travaillé avec votre collègue sur le même fichier. Potentiellement, vous avez supprimé des lignes que l'autre utilise. Comment on résout ce conflit? Bien, c'est tout l'intérêt des pull requests. Il va vous montrer la version de l'un, la version de l'autre, et il va vous demander de faire un choix. Et ce sont souvent les lead développeurs, donc les personnes qui s'occupent du projet d'un point de vue technique, qui vont regarder le code et valider les changements, et faire les changements, enfin des modifications quand il y a besoin, pour résoudre tous les problèmes, et que tout marche bien, que les points de sauvegarde soient propres, qu'il n'y ait pas de bug introduit. Ensuite, il y a une notion qui est particulièrement complexe, que je vous conseille de voir en dernier dans tout ce que je vous présente ici, c'est la notion de conteneurisation. La conteneurisation, c'est un système qui va vous permettre de simuler un petit espace comme s'il était totalement déconnecté de votre machine, même si c'est toujours dans votre machine, mais imaginez un dossier dans lequel vous mettez des fichiers, mais ces fichiers-là ne peuvent pas voir les autres fichiers dans votre ordinateur, ils sont totalement isolés. Personne ne peut les voir et eux ne peuvent voir personne d'autre. Pourquoi faire ça? Eh bien, c'est tout simplement à cause d'un petit problème qui arrive régulièrement, à savoir, ça marche chez moi et ça ne marche pas chez toi. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que quand vous travaillez avec du développement, vous choisissez souvent un langage, des technologies particulières qui ont besoin d'installer des petits paquets, d'installer des petites choses sur votre machine. Le problème, c'est qu'il faut que tout le monde l'installe pour que ça fonctionne. Si vous travaillez à plusieurs sur le même projet, il faut que tout le monde ait ces technologies d'installer sur son ordi. Mais ces technologies, ce serait trop simple s'il suffisait de les installer. Il y a aussi une notion de version. Vous savez, quand vous avez une application mobile, par exemple, vous faites souvent mettre à jour. Bien, c'est pareil pour les applications que vous téléchargez là, il faut les mettre à jour. Mais quand vous le faites, ça fait que votre code, vous, fonctionne bien avec votre version de cette application, mais votre collègue, lui, il a l'ancienne version, ce qui fait que ça ne marche pas et qu'il doit mettre à jour sur la même version que vous pour que ça fonctionne. Vous commencez à voir un petit peu le niveau de complexité, et là, on parle que de 2 personnes. Imaginez une équipe de 100 développeurs, ça ne devient plus gérable. L'intérêt des conteneurs, ça va être de créer des petits espaces vraiment privés de votre machine, qui vont avoir ces technologies-là à des versions spécifiques. Et tout ça, ça marche avec un simple petit fichier de configuration pour les lancer, ces petits conteneurs. Donc c'est hyper pratique en fait, on crée un fichier de configuration de ces conteneurs, on l'envoie sur GitHub, tous nos collègues le récupèrent, et à partir d'une simple commande, vous avez toutes les technologies d'installer dans la même version que vos collègues. Et ça, dans des fichiers qui sont à part sur votre machine, où vous n'avez même pas besoin de vous occuper. Donc aujourd'hui, c'est un incontournable quand vous êtes dans des grandes entreprises, mais même pour vous, et pas même pour des petites structures, je vous recommande vivement de vous y intéresser. Je vous préviens, c'est un gros morceau. Je vous parle depuis tout à l'heure de commandes. Quand on dit une commande, c'est en fait des instructions, donc c'est une suite de mots qui vont générer une action, et tout ça va se passer dans un endroit spécifique qui s'appelle le terminal. Le terminal, vous savez certainement ce que c'est, en tout cas vous l'avez vu, je vais vous montrer. Le voici. Donc le terminal, c'est tout simplement cette petite fenêtre noire, hop, dans laquelle on peut jouer des commandes. Donc ces commandes, elles permettent de faire certaines actions. Par exemple, si je fais cd travail, ça va me déplacer dans un dossier travail. Je vais pouvoir exécuter des choses dans ce dossier travail. J'ai plein de commandes qui existent, et ça, c'est notre métier de savoir, de connaître les commandes minimales pour savoir se dépatouiller là-dedans. En fait, tout ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur, par exemple, ouvrir un explorateur de fichiers, chercher vos informations, vos fichiers, vos dossiers, ce sont que des applications qui sont des raccourcis, des visuels pour rendre ça accessible au grand public. Mais tout est possible juste par des commandes. Et nous, développeurs, on travaille souvent avec des machines distantes sur lesquelles sont hébergés nos sites, vous savez, les fameux serveurs, mais on n'a pas accès à la machine. Si la machine est aux États-Unis, vous n'allez pas prendre un billet d'avion et aller vous connecter sur la machine, hein. Vous allez rester chez vous, vous connecter à distance, et la seule chose que vous verrez de votre ordinateur distant, c'est cette jolie fenêtre noire. N'en ayez pas peur, ce sera votre meilleur ami. Tout ce que vous devez faire, c'est apprendre les commandes de base, vous verrez que c'est vraiment très simple, hein, et que ça s'apprend très vite. Nous avons ensuite les outils du navigateur. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Vous savez que le navigateur, pour vous montrer brièvement, donc le navigateur, lorsqu'on va sur un site, quel qu'il soit, on a notre petit outil ici,
hop, qui contient plein d'onglets. Donc pour aller rapidement sur chaque onglet, nous avons ici par exemple l'onglet éléments qui vous permet de voir le DOM, c'est-à-dire tout le code HTML qui est réellement affiché sur votre page. Vous voyez que quand je passe ma souris dessus, il me met en bleu les éléments. J'ai d'autres codes couleurs, comme vous voyez ici, il y a du vert, là il y a du violet, tout ça c'est par rapport au CSS. Quand vous avez du violet, c'est déplacements avec des flexbox, le vert c'est quand il y a du padding, l'orange c'est quand il y a du margin, etc., etc. Vous apprendrez à apprivoiser tout ça au fur et à mesure. Vous avez aussi la console, dans laquelle vous verrez toutes les erreurs, et dans laquelle vous pourrez aussi jouer du code, tout simplement JavaScript si vous voulez tester quelque chose à la volée. Vous avez ensuite les sources. Donc les sources, c'est l'ensemble des fichiers qui ont été chargés sur cette page. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu tous les fichiers que vous avez téléchargés en cache, que vous avez téléchargés pour consulter la page là de suite sur Internet. Sur votre navigateur, évidemment. Network, hyper important, vous allez y voir tous vos appels API et tous les documents que vous téléchargez. Ça vous permettra de débugger tous les problèmes qui sont relatifs à la communication entre votre front-end et votre back-end. Les performances, c'est tout simplement des notes sur le temps de chargement et d'autres métriques qui sont hyper importantes pour être bien référencées et pour dire que votre site est en bonne santé. Memory, c'est tout ce qui est gestion de la mémoire pour savoir si vous avez bien géré votre mémoire dans vos variables, mais là, on est sur quand même des notions très avancées. Application, c'est tout ce qui est gestion du storage, donc du stockage. Vous y retrouvez notamment ce dont on a parlé dans la précédente vidéo, à savoir local storage, session storage, cookies. Si vous vous demandez quels sont les cookies qui ont été pris sur votre machine en visitant un site, il vous suffit d'aller dans cet onglet-là et vous les verrez tous. Vous dépliez, vous les verrez tous ici. Sécurité, pour voir si le site est effectivement sécurisé ou pas, c'est bien HTTPS, et voir le certificat d'authentification du HTTPS. Lighthouse, hyper important pour le référencement, c'est l'outil qui vous permet de savoir si le robot Google va apprécier ou non votre site et qui va vous donner toutes les bonnes pratiques en vous donnant des notes pour savoir ce qui vous manque ou ce que vous avez bien fait. Et le recorder pour enregistrer les petites interactions que vous pouvez avoir avec votre application et pour faire des tests. Donc tous ces éléments-là, ça vaut le coup. Prenez le temps de vous informer dessus, prenez le temps de pratiquer avec, parce que c'est votre meilleur outil de debugging. Le debugging, c'est la capacité de résoudre des problèmes quand il y en a qui arrivent sur votre site. Si jamais il y a un problème, vous n'allez pas dire qu'est-ce que je fais? Non, vous allez tout de suite aller sur votre navigateur et inspecter tous ces onglets-là pour voir d'où peut venir le problème. Et une fois que vous savez quel est le problème, la solution est toujours relativement simple à trouver derrière. Pour terminer, je vous parlais des gestionnaires de dépendance. Les gestionnaires de dépendance, c'est une notion qui est hyper importante. Déjà, pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce qu'est un paquet. Imaginez que vous codiez une petite application ou juste une petite fonctionnalité hyper pratique. Par exemple, je sais pas, je vais coder une petite fonctionnalité qui va me permettre de récupérer la localisation de la personne pour lui proposer derrière les commerçants proches de chez lui ou je ne sais quoi. Très bien, donc j'ai codé ce petit paquet. Ce petit paquet, je vais le rendre disponible à tout le monde. Donc je vais le mettre en ligne et puis n'importe qui pourrait y accéder. Mais comment je télécharge un paquet? De base, je dois aller sur un site internet, je dois trouver le bon site, je dois le télécharger. Mais moi, j'écris le paquet, j'ai pas le temps de faire un site internet et le mettre à disposition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer par un gestionnaire de dépendance ou gestionnaire de paquets, c'est pareil. Donc je vais téléverser mon petit paquet sur ce gestionnaire, donc dans l'équivalent du GitHub du gestionnaire. Et ensuite, les utilisateurs qui voudront récupérer pourront juste jouer une commande toujours de ce gestionnaire du paquet-là pour télécharger. Donc vous envoyez, eux ils téléchargent. Tout ça à partir de simples commandes dans le terminal. Ça va vite et ça nous permet surtout de ne pas réinventer la roue. Ne vous amusez pas à faire du code qui a déjà été fait et qui prendrait beaucoup de temps à faire. Éviter les dépendances, oui. Coder le plus possible à la main, oui. Mais si le temps que vous gagnez en téléchargeant une dépendance est vraiment important, il n'y a pas à hésiter, c'est que c'est la bonne solution. Le gestionnaire de dépendance est plus utilisé, ça dépend de la technologie que vous utilisez. Si vous êtes sur JavaScript, ce sera NPM. Si vous utilisez PHP, ce sera Composer. Avec Python, ce sera Pip. Avec Rust, ce sera Cargo, etc., etc. Donc voilà tout pour les outils vraiment basiques du développeur. Il y en a plein d'autres. Chaque entreprise a son panel. Mais apprenez déjà cela. Si vous êtes à l'aise avec cela, vous serez capable de vous adapter à tous les autres outils. Maintenant que vous avez toutes les armes en main pour aller plus loin, on va pouvoir commencer à mettre les mains dans le code dans la prochaine vidéo. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA,
Eh bien, sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RICET qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2 dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code et on vous appliquera la réduction.